Voilà, j'appelle mon maître, mon ami, Dr Saoussar Hantous, chef de service d'imagerie thoracique et interventionnelle, de radiologie interventionnelle à l'hôpital Abdelrahmane Memi, pour nous présenter donc, le verre dipoli de l'imagerie au diagnostic. À vous la parole. Merci. Alors, merci à la STMRA de m'avoir invité à présenter cette conférence sur le verre dépoli. Le verre dépoli qui est un signe qui a fait beaucoup parler de lui, n'est-ce pas, en période de pneumonie Covid-19. Voilà, alors donc je dois répondre enfin, ce n'est pas une question, mais je dois vous éclairer en matière de verre dépoli pour savoir comment l'interpréter et comment avancer dans le diagnostic. Beaucoup de questions auxquelles on va essayer de répondre. Alors, qu'est-ce que le verre dépoli? Le verre dépoli, vous le savez, c'est une densité anormalement élevée du parenchyme pulmonaire qui n'est pas suffisante pour effacer donc, les contours vasculaires et les parois bronchiques. C'est un signe qui est totalement aspécifique et c'est pour ça qu'il a donné lieu à beaucoup d'errances diagnostiques en période de pneumonie Covid-19. D'abord, pas toujours facile à reconnaître, d'accord, c'est déjà du flou, le verre dépoli, et puis pas toujours spécifique et je vous ai illustré par un tableau de Magritte pour vous dire que tout n'est pas verre dépoli et quand on a un verre dépoli, ce n'est pas toujours la même chose. Alors, il est défini initialement sur la radio, pour les anciens comme moi, je peux le dire, parce qu'on en a déjà parlé il y a longtemps sur la radiographie du thorax, le verre dépoli. C'est une transparence qui est diminuée du parenchyme pulmonaire, mais qui ne ressemble pas à une opacité alvéolaire, parce qu'on arrive à voir à travers. Maintenant, on le définit sur le scanner, sur découpe fine scanographique, en inspiration profonde, et on verra pourquoi en inspiration profonde, sur des fenêtres larges, parce que quand on rétrécit les fenêtres, mais ça concerne les radiologues, on peut construire, entre guillemets, du verre dépoli, on va, comme si on blanchissait l'image, et à distance du LBA, c'est très important, on ne va pas faire un scanner après un lavage broncho-alvéolaire et dire qu'il y a du verre dépoli. Alors, maintenant, quel est son substratum anatomopathologique, ce verre dépoli? Il peut s'agir d'un comblement partiel des alvéoles par une substance de densité liquidienne ou tissulaire. Une alvéolite, mais une alvéolite qui n'est pas très importante pour donner un vrai syndrome alvéolaire, une condensation. Il peut s'agir d'un comblement alvéolaire par une substance qui n'est pas très dense, une substance lipidique, dans la lipoprotéinose alvéolaire ou dans la pneumonie lipidique. C'est un comblement qui peut être important, mais par une substance qui n'est pas suffisamment dense. Ça peut être aussi, et c'est ça où on ne le sait pas suffisamment, un épaississement des cloisons alvéolaires qui va collaber les alvéoles. Il y a moins d'air dans les alvéoles, donc on va avoir du verre dépoli. Cet épaississement peut être de la fibrose, peut être une infiltration granulomateuse, etc. Et ça peut être, on l'oublie aussi, une majoration du volume sanguin capillaire pulmonaire. Et ça peut être, enfin, pour simplifier les choses, le tout, ou une association de tout. Donc on est dans une de ces situations, un comblement partiel, un comblement total par une substance de faible densité, un épaississement des cloisons alvéolaires qui tassent les alvéoles, et c'est le primum movens de la fibrose pulmonaire, puisque ça commence toujours par un collapsus alvéolaire, par un épaississement fibreux du tissu interstitiel. Alors, pour vous illustrer ça, deux exemples. Hyperdensité en verre dépoli, donc ça, c'est pas très joli comme projection, on a l'impression de voir des micronodules, mais c'est du verre dépoli. En bas également du verre dépoli, mais regardez, deux images totalement différentes, même si la lésion élémentaire c'est le verre dépoli. Ici c'est un comblement, c'est une alvéolite macrophagique et vous voyez que les alvéoles sont comblées, et là c'est de la fibrose pulmonaire avec un épaississement des cloisons alvéolaires et des alvéoles qui sont collabées. Donc vous voyez, un même signe, mais deux traductions ou deux significations anatomopathologiques totalement différentes. Alors, maintenant, avant d'arriver ou de vouloir interpréter ce verre dépoli, il faut éviter les écueils ou les pièges diagnostiques qui nous concernent nous, mais que vous pouvez également rencontrer vous. D'abord, le fenêtrage, il faut qu'il soit large. Ça concerne surtout le radiologue. Le niveau d'inspiration, ne pas se tromper. Un scanner expiré va diminuer l'air dans le parenchyme pulmonaire, donc augmenter la composante vasculaire, les vaisseaux vont être proches et la densité du parenchyme pulmonaire va être augmentée. La position du patient, un patient qu'on laisse traîner un peu trop sur la table d'examen va avoir du verre dépoli déclive et ça peut être problématique quand on cherche des signes de fibrose débutante. La morphologie du patient, parfois les patients très corpulents vont avoir un syndrome restrictif et un verre dépoli, un pseudo-verre dépoli ou une augmentation de la densité pulmonaire. L'effet de volume partiel, ça c'est à nous de nous en rendre compte. Et puis il y a des artefacts qui peuvent donner des pseudo-verres dépolis. Ici, vous avez
c'est dommage. Hein. Le verre dépoli, c'est un signe qui est vraiment très fin. Et si la projection n'est pas bonne, ça va être problématique. C'est pas grave. Donc là, vous voyez qu'il y a une augmentation de la densité pulmonaire, mais à côté de ça, vous voyez que la trachée a une face postérieure qui est convexe vers l'avant. Manifestement, c'est un scanner qui est fait en expiration. Il suffit de refaire l'acquisition et on voit que la trachée a une face postérieure qui est bien convexe et que la densité du parenchyme pulmonaire est strictement normale. Donc ça, c'est simple, c'est à nous de le faire, mais peut-être que vous pouvez vous en rendre compte vous-même sur un scanner. Deuxième chose, le verre dépoli déclive. Vous voyez qu'il y a du verre dépoli ici, des hyperdensités déclive, avec à côté une image, une petite pneumatocèle. Ici aussi, vous avez du verre dépoli, mais contrairement au premier, ça remonte un petit peu latéralement. Ça doit déjà attirer notre attention. On met le malade en procubitus dans un contexte particulier parce qu'on a besoin de savoir si c'est réellement du verre dépoli ou pas. Là, il disparaît et là, il persiste. Là, c'est une PID débutante. Troisième piège diagnostique aussi, vous voyez ici, quand on va très vite, on regarde les coupes axiales, on a l'impression, c'est plus qu'une impression, c'est du verre dépoli. Vous voyez, il suffit de reconstruire pour se rendre compte très facilement que c'est un trouble ventilatoire. C'est un effet de volume partiel. C'est la coupe qui passe par le sommet de ce trouble ventilatoire qui va donner cet effet de volume partiel qu'on connaît tous depuis longtemps. Et puis là, c'est une jeune fille de 20 ans qui a des hémoptysies. Manifestement, vous allez tous dire que le verre dépoli est là, et c'est réel, c'est des stigmates de saignement. Et puis là, on a l'impression qu'elle saigne aussi de ce côté-là. Méfiez-vous, ça, c'est des artefacts qui proviennent du produit de contraste, et vous voyez que ça a une forme qui ne ressemble pas du tout à une plage d'hyperdensité en verre dépoli. Donc ça, c'est notre problème à nous, mais je vous les montre quand même pour vous expliquer un petit peu le cheminement de notre raisonnement. Alors, le gros diagnostic différentiel, c'est la fameuse perfusion en mosaïque que tout le monde connaît. C'est quand on ne sait pas si c'est du verre dépoli ou une perfusion en mosaïque. Qu'est-ce que c'est qu'une perfusion en mosaïque? C'est une asymétrie de taille des vaisseaux qui va faire qu'il y a une redistribution vasculaire dans des zones saines où on a l'impression qu'il y a du verre dépoli, à côté des zones hypodenses parce qu'elles sont hypovascularisées. Vous voyez là qu'il y a un aspect hétérogène du parenchyme pulmonaire. Quand on regarde rapidement, on va se dire là c'est du verre dépoli. Il faut regarder la taille des vaisseaux ailleurs et on se rend compte que les vaisseaux ici sont plus volumineux que ceux qu'ici et donc il y a manifestement une redistribution vasculaire à ce niveau-là qui donne cet aspect en verre dépoli. La même chose ici, mais ça ne ressort pas très bien. Vous voyez qu'il y a une hypovascularisation, une raréfaction vasculaire ici, à côté du parenchyme du lobe inférieur droit qui paraît plus dense. Donc quand on est devant un aspect en mosaïque comme celui-là, la première chose à faire, comme on l'a dit, c'est de regarder la taille des vaisseaux. Si la taille des vaisseaux est différente, on va dire que c'est une perfusion en mosaïque. Et si c'est une perfusion en mosaïque, on va se dire est-ce que le problème est purement vasculaire ou est-ce que c'est un problème bronchiolaire avec une vasoconstriction réflexe? Et donc, qu'est-ce qui va faire la différence entre les deux? C'est les fameuses coupes en expiration que vous connaissez. Et quand on a sur les coupes en expiration une accentuation de cet aspect en mosaïque, on va dire que c'est un piégeage expiratoire. D'accord? Donc voici, alors là, ça ne ressort pas du tout, mais on a un aspect hétérogène du parenchyme pulmonaire ici et là. Je ne sais pas si vous le voyez, je vous promets qu'il existe. Et regardez ici sur les coupes en expiration, comme il devient manifeste, donc il est évident que c'est une bronchiolite constrictive. Ici, un autre exemple où vous avez, regardez ici, une asymétrie de densité, enfin un aspect hétérogène du parenchyme pulmonaire, une hyperdensité point d'interrogation, mais on regarde la taille des vaisseaux, elle est totalement différente. Là, ce n'est pas un problème bronchiolaire, c'est un problème purement vasculaire parce qu'il y avait des séquelles d'embolie pulmonaire chronique. D'accord? Donc ça, c'est les coupes en expiration qui vont nous le dire, et puis c'est l'analyse des vaisseaux et le contexte. On ne va pas injecter, bien sûr, un malade qui a un aspect en mosaïque, il y a aussi le contexte qui nous guide pour dire est-ce que c'est un problème bronchiolaire ou c'est un problème purement vasculaire. Alors maintenant, il y a des difficultés diagnostiques, en particulier quand le verre dépoli est diffus. On a eu dernièrement dans le staff de l'RCP en ligne un problème parce qu'on avait du mal à dire si c'était un verre dépoli ou pas, parce que tout le parenchyme était hyperdense. Alors la première chose à faire, c'est de vérifier qu'il est bien fait en inspiration. Regardez ici, c'est un parenchyme pulmonaire qui est franchement hyperdense. Et là où on se rattrape, c'est quand on compare la densité du parenchyme à l'air intrabronchique et le contraste est trop important. Et donc c'est un verre dépoli diffus. Difficile parfois de le diagnostiquer. Quand il est hétérogène, c'est facile de le reconnaître. Quand il est diffus, c'est un peu plus compliqué. Là aussi, vous allez dire qu'il est normal. Regardez, j'agrandis. On a l'impression quand même que la densité est un peu plus importante.
On compare un parenchyme normal, regardez un parenchyme normal. Et là, ce qu'on va regarder le contraste entre l'air intrabronchique très loin dans les bronchioles, que normalement on ne devrait pas voir, les bronches très en distalité. Et quand on voit un contraste important, on va dire que c'est un verre dépoli diffus et on va pousser le pneumologue à faire un LBA pour voir qu'est-ce qui se passe dans ce poumon profond. Alors maintenant, après avoir éliminé les pièges diagnostiques et les difficultés, on va raisonner, comment est-ce qu'on va raisonner devant ce verre dépoli. Alors, ce raisonnement diagnostique, il va commencer par un élément très important, c'est que ce signe, je le répète, est un signe totalement aspécifique. Il est totalement aspécifique et c'est là où il faut vraiment avoir un cheminement diagnostique qui nous permet d'avancer. Donc cette démarche, elle se base sur la conjonction de la présentation clinique qui est très importante. La clinique, est-ce qu'on est dans un contexte aigu, subaigu ou chronique ? Sur la biologie, parfois on a des éléments biologiques même dans un contexte aigu, ou parfois on peut avoir un patient qui a déjà un LBA. Sinon, on passe souvent avant le LBA. La morphologie et la distribution du verre dépoli, ça c'est très important. On a quelques, disons, équations dans la tête, je vais vous les montrer, mais on a parfois des aspects ou une répartition qui sont très évocatrices d'une pathologie particulière. Les signes TDM associés, c'est très important. Il n'y a pas que le verre dépoli, tout ce qui accompagne le verre dépoli va nous guider dans la gamme diagnostique. Les signes parfois extrathoraciques et le contexte, bien entendu. Est-ce qu'il est tabagique? Est-ce qu'il prend des médicaments? Est-ce qu'il a un déficit immunitaire, etc., etc. Alors, la morphologie et la distribution du verre dépoli, quelques exemples pour vous montrer comment est-ce qu'on raisonne. Là, vous avez un verre dépoli qui est multifocal et nodulaire. Dans un contexte subaigu, on peut penser à une pneumonie organisée. Dans un contexte chronique, il ne faut pas oublier l'adénocarcinome multifocal, un peu plus subaigu ou même un peu plus que subaigu. Là, vous avez un verre dépoli qui est en carte de géographie. Et certainement, certains d'entre vous ont directement pensé à la protéinose alvéolaire. Là, vous avez un verre dépoli périphérique sur un fond d'épaississement septal, et à l'opposé, là, vous avez un verre dépoli central. Et nous, ça nous évoque deux diagnostics totalement différents. Et là, vous avez un aspect particulier de verre dépoli centrolobulaire qui nous évoque soit une PHS, soit une hémorragie. Donc là, d'emblée, on va être dans ces deux diagnostics. Donc là, on a quelques équations, disons, dans la tête. Là, on a un verre dépoli périnodulaire, et un verre dépoli périnodulaire, ça nous fait évoquer un saignement autour d'un nodule. On est soit dans une aspergillose, soit dans une vascularite. Déjà, c'est les deux diagnostics auxquels on va penser. Et là, on a un très joli aspect d'halo inversé ou d'image en atoll, pour ceux qui sont déjà allés voir ce qui se passe dans les atolls, et ça évoque donc une pneumonie organisée. Mais ça peut évoquer également une vascularite. Alors, les signes associés, les réticulations, ce qu'on appelle le fameux crazy paving, que vous connaissez aussi, avec la pneumonie Covid-19. Le crazy paving, c'est des réticulations, un épaississement septal et des réticulations intralobulaires sur un fond de verre dépoli. Parfois, on a des calcifications. C'est très rare de voir une image comme ça, mais d'emblée, ça nous évoque une microlithiase alvéolaire, du verre dépoli avec des calcifications dans les septa interlobulaires. On doit élargir la fenêtre pour les voir. C'est une microlithiase alvéolaire sans aucun doute. Là, vous avez du verre dépoli et des kystes. On va y revenir. Et là, vous avez des verres dépolis, mais avec une distorsion architecturale très importante. Donc, on est dans une fibrose pulmonaire. Et le verre dépoli ne va pas avoir la même signification. D'accord ? Alors, maintenant, on va séparer les contextes. Dans un contexte subaigu, aigu et subaigu, alors je les ai regroupés parce que par manque de temps, mais on va les voir ensemble. Avec tout ce que l'on a vu en sémiologie, on va associer au contexte et on va voir comment est-ce qu'on va avancer dans le diagnostic. Donc, dans un contexte aigu et subaigu, le comblement, le verre dépoli correspond à un comblement minime ou modéré des lumières alvéolaires, qui précède le stade de comblement alvéolaire ou de condensation. Et il est réversible dans la majorité des cas. Alors, ce comblement, ça peut être une alvéolite hémorragique, donc on est devant soit une hémorragie alvéolaire, infectieuse, donc on peut être dans un contexte infectieux avec des germes en particulier, ou d'autres diagnostics comme le poumon éosinophile aigu. Ou encore, et ça on n'y pense peut-être pas assez, l'œdème hémodynamique ou lésionnel. Et on a fait des diagnostics d'OAP sur des scanners qui sont demandés pour l'exploration de PID. Donc des exemples en images. Un homme de 60 ans, dyspnée, bon il était orthopnéique, hein. Donc là qu'est-ce que l'on voit? Cet épaississement septal régulier. C'est vrai qu'on a avancé, on est à un stade un peu plus avancé puisqu'on a des condensations, mais on a également beaucoup de verres dépolis avec une distribution périhilaire qui ressemble à des ailes de papillon. Donc là, le diagnostic d'œdème pulmonaire est évident, d'autant plus qu'il a un épanchement pleural bilatéral. D'accord ?
Là, on est devant un homme de 47 ans qui fait des hémoptysies et qui arrive en insuffisance respiratoire aiguë. On a déjà la clinique qui nous évoque quand même quelque chose qui est différent du malade précédent, mais quand même, ça ressemble quand même à des ailes de papillon, n'est-ce pas? Mais donc on fait le diagnostic, on évoque forcément l'OAP, mais pas que l'OAP, et on avance dans l'imagerie. Et regardez ce que l'on voit, ce verre dépoli avec ce fameux crazy paving et cette distribution péri-hilaire en aile de papillon. Pas du tout d'épanchement pleural, donc ça respecte, comme vous le voyez, la corticale. Pas d'épanchement pleural. On regarde le médiastin pour vérifier que l'oreillette gauche est bien de taille normale, que le ventricule gauche également, qu'il n'y a pas d'épanchement pleural. Et on est, bien entendu, vers le diagnostic d'une hémorragie alvéolaire qui a été confirmée par le lavage broncho-alvéolaire. Alors l'hémoptysie, elle était là, elle nous a aidés, mais on peut ne pas avoir d'hémoptysie dans une hémorragie alvéolaire. Donc la biologie avait montré une anémie, donc il nous a mis sur la piste du diagnostic, et le diagnostic de polyangéite microscopique a été retenu ensuite sur le bilan immunologique. Donc un mot du crazy paving, parce qu'on a beaucoup entendu parler du verre dépoli dans la pneumonie Covid-19, et on a entendu parler également du crazy paving. Alors le crazy paving, c'est un verre dépoli sur un épaississement septal et parfois associé à des réticulations intralobulaires. Alors ça peut traduire un remplissage alvéolaire partiel associé à un épaississement des septa, et ça peut être également un remplissage chronique, et c'est là où il faut le comprendre aussi sur le plan du substratum anatomopathologique. Ça peut être un remplissage chronique des alvéoles et une accumulation de ce produit intra-alvéolaire en périphérie du lobule pulmonaire secondaire qui vous donne l'impression, qui donne cet épaississement septal, mais qui n'est pas en réalité un épaississement du septal lui-même. Donc ça donne un aspect en crazy paving, mais qui est lié seulement à ce remplissage alvéolaire chronique, sans atteinte du secteur interstitiel. Vous voyez que ce n'est pas simple, d'accord, de corréler à la fois l'image au substratum anatomopathologique. Donc verre dépoli plus épaississement septal, ça fait ça. Alors là aussi, il faut l'interpréter en fonction du contexte. Dans un contexte aigu ou subaigu, l'œdème, l'hémorragie, l'infection, c'est les trois diagnostics qui doivent être évoqués. Bien sûr, le dommage alvéolaire diffus, le poumon eosinophile aigu. Et dans un contexte chronique, c'est un remplissage chronique des alvéoles. En premier diagnostic, en premier lieu, la protéinose alvéolaire, parce que c'est celle qui a été décrite associée à ce signe pour la première fois. Mais il y a d'autres pathologies qui peuvent donner cet aspect en crazy paving, la PINS, la pneumolipidique exogène, et il ne faut pas oublier l'adénocarcinome également de type mucineux invasif qui va donner ce remplissage chronique des alvéoles avec cet aspect de crazy paving. Alors, je nomme insuffisance respiratoire aiguë fébrile. Verre dépoli, on a dit, on cherche les signes associés des kystes, une prédominance aux parties supérieures des poumons. Là, le diagnostic est relativement aisé. On va immédiatement penser à une pneumocystose qui va être confirmée par le LBA et la recherche du statut immunitaire de ce patient. Une pneumocystose, mais chez un patient qui n'était pas HIV, une jeune femme qui était sous corticoïdes et immunosuppresseurs, donc l'immunodépression n'est pas forcément associée au HIV. On peut avoir des pneumocystoses sur des terrains comme cela. Elle était en plus en SDRA, vous voyez le verre dépoli et les condensations avec le gradient antéro-postérieur qui est évocateur d'un syndrome de détresse respiratoire aiguë avec comme complication le pneumomédiastin. Alors, bien entendu, le verre dépoli dans les infections, c'est les pneumopathies virales par excellence. Alors, au départ, on a essayé d'associer un aspect particulier de distribution du verre dépoli avec la pneumonie Covid-19, et on s'est vite rendu compte qu'avec l'évolution des variants, l'aspect pouvait être très variable. Au départ, c'était périphérique à prédominance inférieure, après c'était hétérogène, et après même l'aspect en lui-même a changé. Donc, on peut se permettre d'évoquer une infection virale quand on est devant un verre dépoli prédominant sur le scanner, mais pas jusqu'à évoquer le virus en lui-même, mais il faut se méfier. L'H1N1 et le Covid, ça peut être très, très proche. Là, c'est un cytomégalovirus chez un homme qui était greffé du rein. Alors, je vais essayer de me presser. Un autre cas clinique dans un contexte subaigu, 50 ans sans antécédents pathologiques, dyspnée, elle rapportait des dyspnées depuis quelques mois, mais elle est arrivée aux urgences avec une majoration de la dyspnée. Donc, ce que l'on voit sur le scanner comme signe prédominant, c'est bien entendu le verre dépoli, mais ce qui est un peu bizarre, c'est cet aspect hétérogène du parenchyme pulmonaire. On se demande, est-ce que c'est une perfusion en mosaïque, est-ce que c'est du verre dépoli, ou est-ce que c'est les deux? Donc, la question, c'est est-ce que ça peut être associé? Et ça peut être compliqué, et ça nous ramène au fameux signe que vous connaissez certainement, qui est décrit dans les livres, c'est l'aspect
de fromage de tête. C'est pas très appétissant, mais c'est vraiment, ça ressemble. C'est un peu comme mais dans des couleurs différentes. Voilà, donc on a du parenchyme normal, du verre dépoli et du parenchyme très hypodense, où il y a une raréfaction vasculaire qui est le siège en fait de Piëget. Ces trois densités ramènent à ce fameux signe et ça évoque donc une pneumopathie d'hypersensibilité. Et quand on cherche bien, alors bien sûr on va compléter par une expiration et on va confirmer qu'il y a bien un piégeage expiratoire. Donc verre dépoli plus piégeage expiratoire. Et on va regarder un peu plus précisément et on va se rendre compte qu'il y a en plus de ces signes-là des micronodules bronchiolaires que vous voyez ici, centrolobulaires. Et donc là, on a tous les éléments pour dire PHS. Donc le signe prédominant, c'est le verre dépoli. Les signes associés, le piégeage expiratoire, c'est comme ça qu'on avance. Et je vais essayer de me presser un peu plus. Donc là aussi, antécédent de rétrécissement mitral opéré, elle arrive avec une dyspnée qui s'aggrave progressivement. Donc on voit les fils de sternotomie. Sur la radio, on voit quand même qu'il y a une diminution de la transparence de siège périphérique. Donc ça ne nous évoque pas l'OAP, parce qu'elle elle a un problème cardiaque. Donc on est sur l'image qu'on appellerait l'image en miroir de l'OAP. Et quand on regarde le scanner, c'est du verre dépoli à prédominance périphérique avec un épaississement septal sous-jacent, l'oreillette gauche qui est dilatée, la valve mitrale, et ça vous évoque cette image en miroir de l'OAP, le poumon éosinophile aigu. Et là, on va chercher qu'est-ce qu'il y a derrière ce poumon éosinophile aigu. Est-ce que c'est médicamenteux ou est-ce que c'est idiopathique? Et ça, c'est la clinique et l'association des éléments paracliniques qui vont nous le dire. Donc là, il n'était pas question que ce soit une infection parce que ce n'était pas le contexte. C'était l'image en miroir de l'OAP, donc ce n'était pas un OAP. L'hémorragie alvéolaire, ça n'y ressemble pas. Vous vous rappelez tout à l'heure, ça ressemblait plutôt à une distribution périhilaire. Et donc c'était le diagnostic d'une pneumonie à éosinophile qui avait été confirmé par le lavage broncho-alvéolaire. Alors, dans un contexte chronique, et je vais terminer encore quelques minutes, dans un contexte clinique, le verre dépoli, là aussi, il représente des zones de composantes actives du processus. Donc, il y a une alvéolite sur une PID chronique. Cette alvéolite, elle peut être luminale ou murale, donc ça peut traduire la phase active de la maladie. Une PID fibrosante avec une poussée d'exacerbation va se traduire par du verre dépoli. Et là, c'est à nous de chercher s'il y a une distorsion architecturale sous-jacente pour comprendre ce qui se passe. Ça peut être un comblement luminal qui peut être d'origine infectieuse. Elle a le droit de faire une fibrose et une infection surajoutée, ou peut-être même un œdème pulmonaire. Et enfin, ça peut être de la fibrose, mais de la fibrose très fine qui se traduit par du verre dépoli. Et donc tout ça, on va l'interpréter en fonction de ce que l'on voit. Si le verre dépoli est juste dans les zones de fibrose, ça traduit juste la fibrose. Si le verre dépoli est en dehors des zones de fibrose, c'est une surinfection ou une exacerbation de sa maladie. Donc c'est comme ça qu'on réfléchit. Donc là, il est réversible et là, il n'est pas réversible en fait. Voilà la différence entre les deux. Alors là, c'est une dame qui a 50 ans. On n'est pas dans le cadre d'une fibrose, mais on est dans un contexte chronique, tabagisme occasionnel, dyspnée d'effort, syndrome restrictif. Et là, c'est l'image que vous reconnaissez, qu'on a vue tout à l'heure, avec l'aspect en carte de géographie. Ce verre dépoli sur un fond de réticulation avec un épaississement septal et des réticulations intralobulaires, typique d'une protéinose alvéolaire. D'accord ? Qui a été confirmée par le LBA. Donc, les PID chroniques avec Crazy-Paving, tout à l'heure on a vu le Crazy-Paving dans les PID aigus, infection, hémorragie et œdème pulmonaire, donc il faut y penser aux trois diagnostics. Dans le cadre des PID chroniques, eh bien, la protéinose alvéolaire en premier lieu, mais aussi la PINS, la pneumonie lipidique exogène, et n'oubliez pas l'adénocarcinome multifocal et le lymphome. D'accord ? Donc, adénocarcinome mucineux invasif, une portion très condensante avec un bronchogramme qui est distordu ici, qui est effilé, on dirait qu'il est comprimé, et du verre dépoli par ailleurs. C'est une dame qui a été opérée en 2013, mais qui a malheureusement récidivé en 2021 avec une forme multifocale contralatérale. Ici, c'est un contexte de PID chronique, donc il y a du verre dépoli, comme vous le voyez ici, mais sur ce fond de verre dépoli, il y a un épaississement septal, ça respecte l'extrême périphérie du poumon, il y a une distorsion architecturale manifeste, regardez ici, les bronches qui sont dilatées et distordues, et ça ressemble à une PINS de façon évidente avec la prédominance lobaire inférieure et le respect de l'extrême périphérie du poumon. Donc c'est parfait, donc on va pouvoir avancer vite. Et donc le verre dépoli, vous le voyez, il n'est que dans les zones de fibrose, hein. Il n'y en a pas ailleurs. Alors, lésion associée, en plus, elle avait une dilatation œsophagienne, ça permettait d'évoquer une PINS associée à une sclérodermie. Alors là, c'est une dame qui a 61 ans, qui a des antécédents de PID suivis. Donc, elle arrive avec ce scanner en 2015.
beaucoup de verre dépoli, n'est-ce pas? Mais il y a une distorsion architecturale. On se demande ce qui se passe ici. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder ce qu'on a dans nos archives. Et on retrouve cette dame en 2010 et en 2011. Regardez en 2010 qu'il y avait une PID fibrosante débutante qui évolue par poussée jusqu'à arriver ici à des zones en rayon de miel qui étaient initialement du verre dépoli, qui passent par des réticulations et qui aboutissent à du rayon de miel. Et encore une fois, une poussée d'exacerbation chez cette patiente. Et c'est une pince, effectivement. Alors, pour terminer et pour conclure, et je suis désolée si j'ai tardé, alors comment est-ce qu'on va réfléchir? Et ça sera ma conclusion. La démarche diagnostique devant un verre dépoli, c'est d'abord, est-ce qu'il est réel ou pas? Il n'est pas réel, donc éliminer les images pièges, éliminer tout ce qui est perfusion en mosaïque qui serait lié à un problème vasculaire ou bronchiolaire. Une fois qu'on est sûr de ce verre dépoli, on va regarder sa distribution. Est-ce qu'il est périphérique? Est-ce qu'il est central? Est-ce qu'il est patchy? Est-ce qu'il est nodulaire? Est-ce qu'il est en carte de géographie? Parce qu'on a des équations un petit peu dans la tête. Il n'y en a pas beaucoup, malheureusement, mais il y en a. Sa prédominance en hauteur, est-ce qu'il prédomine aux parties supérieures des poumons ou aux parties inférieures des poumons? Les signes associés, les micronodules, l'épaississement septal, le fameux crazy paving, les kystes, est-ce qu'il y a des signes de fibrose? Et tout ça, on va les corréler au contexte. Est-ce qu'on est dans un contexte aigu? Dans un contexte aigu, éliminer l'œdème pulmonaire, l'infection et l'hémorragie. Et quand c'est l'infection, ce sont soit des germes opportunistes, soit des viroses, donc c'est qui donne ce fameux verre dépoli essentiellement. Il y a aussi des bactéries, mais c'est plus rare. Sinon, on est peut-être dans le cas d'une exacerbation d'une PID connue ou peut-être méconnue. Et c'est là où la distorsion architecturale va nous aider dans notre raisonnement diagnostique. Et je passe sur les autres étiologies. Et dans un contexte chronique, pensez, s'il n'y a pas de distorsion architecturale à une pathologie comme la protéinose alvéolaire, la pneumonie lipidique, sinon, ce sont toutes les PID qui s'accompagnent de verres dépolis ou qui peuvent se décompenser à un moment ou à un autre de leur évolution. Et bien entendu, le LBA va nous aider dans ce raisonnement diagnostique. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. J'espère ne pas avoir été longue, mais c'est tellement passionnant le verre dépoli qu'on pourrait rester des heures. Voilà. Ça pose des problèmes quand on est confronté souvent, vous ne l'avez pas abordé, les nodules dans leur suivi, notamment les nodules verre dépoli et les nodules mixtes, par rapport à la démarche diagnostique, même le verre dépoli, par rapport à la répétition des examens dans le cadre du suivi, notamment par rapport à la hantise du cancer. Donc le verre dépoli, quand il est de découverte, qu'il soit systématique ou lors d'exploration, quel est le suivi proposé? Surtout qu'on sait que le verre dépoli, il faut aller jusqu'à 5 ans, notamment pour l'adénocarcinome, avec un temps de dédoublement qui est lent souvent. D'accord. Donc, on est sur un contexte complètement différent. Moi, j'ai abordé le verre dépoli dans les PID. Le verre dépoli focal, dans le cadre de la hantise de l'adénocarcinome, effectivement, il y a un algorithme de suivi de ce verre dépoli qui commence à 6 mm. Et surtout, s'il a une composante solide ou pas. Est-ce qu'il est pur ou pas? S'il y a une composante solide ou pas. Et dans le suivi, comme vous l'avez si bien dit, il faut prolonger, bien entendu, jusqu'à 5 ans ce suivi quand on a un verre dépoli pur. Dès qu'on voit une composante solide qui apparaît, il faut se méfier. Dès que la composante solide dépasse 5 mm ou 6 mm, il faut être interventionniste. Donc ça, on est dans un autre registre, mais effectivement, vous avez bien fait de le dire. J'ai juste parlé de l'adénocarcinome multifocal qui se présente sous la forme de verre dépoli et de crazy paving. Mais tout à fait, très important de le dire, que le nodule en verre dépoli nécessite une surveillance prolongée. Avoir la hantise et rechercher vraiment la composante solide qui apparaît ou une augmentation de cette composante solide quand le nodule est mixte pour dire qu'il est certainement ou très probablement malin et aller avoir une confirmation histologique. Tout à fait.